Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un vlog sur un coup de tête. Je me suis dit que j'avais envie de relire un livre que j'aime énormément et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un vlog dessus. J'ai décidé aussi de partir en mode envoyé spécial parce que j'ai toujours des soucis avec mon son, donc je fais un test sur cette vidéo. Du coup, je pars sur une relecture du livre Jurassic Park que j'ai lu déjà, je pense, 2 ou 3 fois. La dernière fois que j'ai lu, ça devait être quand même il y a quelques années, peut-être 3-4 ans. Et ça faisait un petit moment que je voulais relire ce livre parce que c'est très difficile de trouver des livres avec des dinosaures. Je me suis dit, repartons sur une relecture. Et cette fois, j'aimerais bien faire une lecture accompagnée d'un crayon, d'un surligneur et d'une règle. Je suis équipée. J'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais encore une fois beaucoup aimer ce livre, mais j'aimerais bien essayer d'avoir une lecture un peu plus critique cette fois, donc on va voir ce que ça donne. J'ai oublié de dire dans mon introduction de vidéo que je pense faire un vlog avec spoiler. Parce que, bon, j'estime que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ont déjà vu le film, donc il n'y aura pas de très grande surprise. Il y a bien évidemment des différences entre le livre et le film, donc je vais sûrement en parler, comme ça vous êtes prévenus. J'ai lu l'introduction et j'ai lu le premier chapitre. L'introduction donne vraiment un ton au livre, une particularité qu'on ne retrouve pas totalement dans le film, je trouve. C'est très scientifique. Alors, je me dis entre guillemets parce que, honnêtement, je suis pas allée faire des recherches pour voir si ce qu'il disait était 100% vrai. En plus, ce livre a été écrit à la fin des années 80, donc ça commence à bien dater. En tout cas, il y a vraiment ce côté très scientifique, très terre-à-terre, où, en fait, dans l'introduction, on parle de la recherche en biotechnologie, de la manière dont ces recherches sont menées, qu'il y a un aspect commercial dedans, contrairement à d'autres recherches scientifiques. Le narrateur insiste vraiment en disant que c'est une des particularités de la biotechnologie, c'est qu'il y a vraiment tout cet aspect commercial et que les scientifiques qui y travaillent en fait sont pour la majorité en fait affiliés à une entreprise, donc il y a en fait une portée commerciale. Donc ce n'est pas, on va dire, la recherche pour la science, enfin pas seulement ça en tout cas, mais pour l'argent. Et ça c'est un truc que je trouve vraiment très intéressant dans le livre et on le retrouve pas tellement dans le film. Dans mon souvenir, c'est pas quelque chose qui m'avait frappé dans le film, mais dans le livre c'est vraiment un aspect très important. Donc cette introduction, voilà, vous donne le ton du livre sur cet aspect scientifique, commercial. Et ensuite vous avez le premier chapitre, donc intitulé La morsure du raptor, et c'est vraiment une entrée en matière super cool. Enfin, j'aime énormément, ça commence assez violemment, entre guillemets. Vous avez une médecin au Costa Rica, en fait, qui accueille un patient qui débarque en hélicoptère d'une île où elle sait que un parc d'attractions est en train d'être construit et donc ce jeune homme arrive, il est blessé gravement, on lui dit que c'est un accident de construction, enfin, je sais pas comment on dit, qu'en gros il y a un appareil là qui lui a roulé dessus et elle est très sceptique parce qu'elle voit que ce sont plutôt des marques de morsure, vraiment d'une attaque animale. Et il y a ce côté aussi où son assistant qui est lui un local, en fait lui dit que c'est sûrement l'œuvre d'un monstre du folklore du Costa Rica. Et donc elle est très sceptique et tout, elle comprend pas. En fait le jeune homme finit par mourir. Les gens qui l'ont amené le réembarquent et se barrent de l'hôpital où elle est. Et du coup ce chapitre vraiment donne le ton du livre dans le sens où vous êtes vraiment sur un thriller. Pour moi Jurassic Park c'est pas
tant un livre d'horreur, mais vraiment plutôt un thriller avec effectivement des dinosaures. Mais on est vraiment sur les codes du thriller et je trouve que c'était une intro vraiment très très cool. En tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir recommencé parce que rien que cette intro, ce premier chapitre, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais faire beaucoup d'updates au fur et à mesure de ma lecture, mais en tout cas, je pense que c'était un bon choix de repartir sur ce livre. On va partir sur les updates faites à l'arrache. J'ai lu 30 pages. Je me suis arrêtée à 30 pages parce que on va enfin attaquer la partie où les personnages principaux arrivent. Le premier personnage qu'on va voir, c'est Alan Grant. Et juste sur ces 30 premières pages, en fait, on continue sur la veine du thriller et on voit 2 autres attaques qui sont assez... Je dirais pas violentes, mais elles sont malaisantes dans le sens où on se rend compte que des petits dinosaures, en fait, ont fini par arriver au Costa Rica. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. Nous, on sait en tant que lecteurs, ce sont des dinosaures. Les personnages qu'on suit ne le savent pas encore. Et c'est vraiment très très bien fait. Et au bout de 30 pages, il y a 2 choses que j'aimerais dire. C'est la première... Je me rappelle que c'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup aimé dans Jurassic Park et dans sa suite, Le Monde Perdu. C'est à quel point l'erreur est humaine, dans le sens où là, dans cette introduction, on va dire cette longue introduction de 30 pages, là on voit que certaines personnes ont fait des choix qui vont rendre les choses plus difficiles. Par exemple, à un moment, il y a... Et donc une petite fille qui s'est faite attaquer par un dinosaure, elle l'a dessiné. Jusque-là, tous les scientifiques qui ont vu le dessin se sont dit oui, ça doit être telle espèce de lézard qui l'a attaqué, même si ça rentre pas trop dans son comportement habituel. Ils vont pas chercher plus loin, ils vont se dire ça doit être ce lézard, c'est pas une nouvelle espèce. Jusqu'à ce que dans un labo, alors qu'un mec est en train d'examiner l'échantillon, une nana arrive, je crois que c'est une assistante du labo, et elle dit ah mais ce dessin qui c'est qui a dessiné un dinosaure? Et le mec dit non mais c'est pas un dinosaure, c'est tel lézard je sais pas quoi. Et elle dit non mais c'est sûr c'est un dinosaure, moi mes gamins ils sont à fond sur les dinosaures, j'en vois tous les jours, c'est sûr c'est un dinosaure. Et lui il reste sur sa position, il dit non mais n'importe quoi, les dinosaures ça n'existe plus et tout. En fait le mec se dit oui mais de toute façon elle c'est qu'une assistante et rien que le mois dernier elle a fait genre elle a dit que un homme la suivait, c'était n'importe quoi. Et je sais pas si c'est une volonté de l'auteur, mais cette petite phrase qui dénonce la misogynie de ce personnage et aussi le fait qu'il la regarde de haut parce qu'elle est simplement assistante dans ce labo. J'ai trouvé la phrase bien placée et encore une fois, il ne prend pas en compte sa parole parce que justement il a un biais misogyne sur elle, alors qu'en fait elle a raison et... Voilà. Je sais pas où j'allais avec, mais voilà. Oui, donc c'est ça, les 2 points que je voulais relever. L'erreur est humaine, et vraiment ce côté très thriller, et que ça prend quand même 30 pages avant qu'on arrive à nos protagonistes. Et entre parenthèses, la petite gamine qui se fait attaquer par les dinosaures, si vous avez vu tous les films, ça ressemble en fait à la première scène, si je dis pas de bêtises, c'est la toute première scène du Monde Perdu, donc le 2e film Jurassic Park. Voilà, c'était la petite anecdote. Je continue ma lecture. Petite update du soir.
J'ai pas beaucoup lu, en vrai j'ai pas beaucoup avancé en 2 jours, mais je fais quand même une petite update parce que plusieurs personnages principaux ont été présentés. Une des différences majeures entre le film et le livre, c'est le personnage de John Hammond, donc la personne qui a créé Jurassic Park, qui dans le film est un petit papy assez avenant. Bon, on va dire qu'il est pas très méchant, il a voulu faire son petit kiff avec son parc et ça a mal tourné. Dans le livre, le mec est une ordure. Ce qui est sympa dans le livre, c'est que on voit beaucoup plus les coulisses et par exemple, on sait qu'il y a eu des accidents, qu'il y a eu 3 morts. On comprend aussi qu'en fait, concrètement, des dinosaures se sont échappés, donc le mec ne maîtrise pas du tout son parc. Donc en fait, on part vraiment sur quelque chose de différent du film. Je trouve que le film, on arrive dans le parc et on a un peu des étoiles dans les yeux parce que, bah voilà, il y a des dinosaures et tout. Là, dans le livre, on sait dès le début qu'il y a anguille sous roche. Je suis en plein montage et je vais juste apporter une précision, une modification à ce que je dis. Le film commence également sur une attaque de dinosaures, j'avais complètement zappé et en fait j'ai revu le film il y a pas longtemps et comme le livre, le film commence sur un accident lié à un raptor. Du coup on s'engage quand même dans le film en sachant qu'il y a eu un accident, mais je trouve que cet accident au début du film n'a pas le même impact que ce qu'on lit dans le livre. Dans le livre, on voit vraiment différentes choses. Rien que le fait de savoir que des dinosaures se sont échappés, je trouve que ça joue énormément. Alors que dans le film, finalement, moi je trouve que cette première scène m'a pas tellement choquée. Pour le coup, je l'avais carrément oubliée. Mais je dois quand même corriger ce que j'ai dit. Et le film a quand même commencé de la même manière que le livre, donc voilà. Si on continue sur les petites anecdotes entre guillemets féministes, vous voyez l'avocat dans le film, dans le livre, ce qui est assez drôle, c'est qu'il contacte Alan Grant pour le remercier de sa venue dans le parc et il dit qu'il a hâte de rencontrer Grant et de rencontrer le Dr Sattler et en fait il va genrer le Dr Sattler au masculin et en fait quand il rencontre Ellie, il lui dit mais vous êtes une femme, et elle lui répond oui ça arrive. Et je sais pas, ça m'a fait trop rire et je me suis dit c'est des petits détails qui rendent vraiment ma lecture très très agréable. Et puis bon, faut se dire les choses, Ellie elle est beaucoup trop cool, que ce soit dans le film ou dans le livre, je l'aime beaucoup. Là où j'en suis, j'ai pas encore vu Ian Malcolm, mais dans mon souvenir, je pense que c'est le personnage le plus fidèle. Donc là, j'en suis à... Ils sont tous en route pour se rendre sur l'île. Et du coup, donc on va attaquer vraiment l'histoire. Petite update à 50% du livre. Je mets beaucoup plus de temps que prévu pour le relire, mais c'est vraiment un plaisir de me replonger dans cette lecture, même si là il y a un peu la tête du regret, c'est-à-dire que il est 23h, je suis en train de lire ça et je me dis j'espère que ça va pas finir en cauchemar. Donc je vais essayer de faire quelques remarques générales. La première, c'est que les personnages sont vraiment très différents du film au final. Je me rends compte par exemple que Alan Grant, il est genre trop sympa avec les enfants, ce qui n'est pas le cas dans le film. Je sais pas, il a ce côté beaucoup plus cool, je sais pas comment dire autrement. Ellie au final c'est celle qui est la plus proche de la version du film et Malcolm pour le coup je le préfère vraiment dans le livre. Il a vraiment le rôle cliché du scientifique qui a prévenu tout le monde que ça ne marcherait pas et que ce serait une catastrophe.
Et ça va beaucoup dans la théorie. Et même si je comprends pas tout, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un côté de Jurassic Park que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, Jurassic Park livre en tout cas. Et une autre chose, c'est que des personnages secondaires sont un peu plus développés. Développés, c'est peut-être pas le mot. Mais par exemple, un moment, en fait, on va enchaîner des petites parties qui se concentrent sur un personnage secondaire. Donc il y a par exemple Muldoon qui est le mec avec le super short, genre le chasseur. Et on a également Henry, le scientifique qu'on retrouve dans toute la franchise des films d'ailleurs. On a des petits chapitres sur ces personnages qui nous donnent en fait un aperçu de la façon dont ils appréhendent Jurassic Park. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant parce qu'on voit d'un côté Muldoon en fait qui a son expérience de chasseur et de guide en fait. Lui il a un regard très critique en fait sur la manière de s'occuper des animaux. Et comme un peu Malcolm en fait, il dit très vite à Hammond que ça va pas du tout et qu'il faut vraiment revoir la sécurité du parc. Et puis vous avez à côté de ça Henry qui est en mode lui il a fait son taf et il l'a bien fait, donc il y aura jamais de soucis dans le parc. Donc c'est vraiment intéressant de voir les différentes visions des personnages. Et là j'ai atteint le point où ils ont commencé leur tour dans le parc, donc avec les enfants. En parlant des enfants, ils sont très différents du film. Dans le livre, le garçon Tim est l'aîné et Lex est la petite sœur qui est vraiment très très jeune et assez difficile à gérer en fait. J'ai fait la partie où il commence le tour de Jurassic Park et là je viens de lire l'attaque du tyrannosaure et c'est une scène que j'aime énormément dans le film. Je suis méga fan de ce tyrannosaure que j'appelle souvent Baby Girl. Mais Baby Girl dans le livre, elle m'est beaucoup moins sympathique. Je trouve que le livre est vraiment beaucoup plus flippant que le film. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je suis au bout de ma life et que je vais pas endormir, etc. Mais quand même, je sentais que j'étais un petit peu tendue en lisant la scène et j'ai vraiment trop aimé. C'est vraiment trop bien décrit. Et le tout dernier chapitre que j'ai lu, c'est la mort de Nedry. Une scène que je déteste dans le film parce que je ne supporte pas les dilophosaures. C'est vraiment genre le dinosaure que je hais parce que je le trouve vraiment trop flippant et creepy. Et dans le livre c'est pareil, genre vraiment j'aime pas du tout ce dinosaure et cette scène elle est juste horrible. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Pour ce soir je vais aller me coucher et dormir. On croise les doigts pour que cette nuit je ne fasse pas de cauchemar ni les nuits suivantes parce que des fois mon cerveau il a besoin d'un peu de temps pour processer les choses et les faire sortir dans mes rêves. Mais en tout cas trop contente d'avoir fait le choix de relire ce livre, c'est vraiment trop bien. J'ai hâte de continuer et de le finir. Update du lendemain matin, j'ai effectivement fait un cauchemar sur le tyrannosaure d'ailleurs. Je suis un peu déçue, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais en même temps j'ai aussi rêvé de tableaux Excel liés à mon travail, donc quelque part ça équilibre. Ou alors ce sont deux cauchemars, je sais pas. Enfin bref. C'est parti pour la review finale de ce livre. Je vais essayer de la structurer, on va dire, par thème et je vais commencer avec les personnages. Au final, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout dans son discours, il s'agit du docteur Malcolm. Et il y a notamment des moments où j'ai surligné beaucoup de choses parce que j'aimais vraiment bien son discours. Le personnage de Ellie, finalement, j'étais un peu déçue dans le sens où elle est beaucoup plus présente dans le film, je trouve. Ici, elle était toujours aussi cool, mais on la voit finalement pas beaucoup. Elle démontre quand même beaucoup de courage. Elle va en fait se porter volontaire pour servir de... comment on dit en français ? Appât pour les raptors. Donc la meuf, elle est... ouais, elle est quand même bien vénère, on va pas se mentir.
Donc elle est vraiment très très cool. Et ce que j'ai aimé sur son personnage, c'est que l'auteur a essayé de montrer un petit peu la misogynie de la communauté scientifique et des personnes en général via le personnage d'Ellie, c'est-à-dire que les personnages ont tendance à se focus sur le short de Ellie. Et tout à la fin, vous avez, je crois que c'est l'armée du Costa Rica ou la police, j'en sais rien, qui vient sauver en fait les personnages en hélicoptère. Et en fait, ils arrêtent pas de demander qui est le boss, qui est le chef, etc. Et ils demandent à tous les hommes, sauf à Ellie. Et bref. C'était les petits détails qui m'ont bien fait rire. Je pourrais jamais certifier à 100% que c'était la volonté de l'auteur de montrer la manière dont étaient considérées les femmes. Mais tous ces petits détails, ça commençait à faire beaucoup et je me suis dit, bon, il a peut-être tenté quelque chose. Sur les autres personnages, les enfants sont ok. Contrairement au film, le personnage de Lex est vraiment agaçant. Et encore agaçant, je trouve que c'est un mot dur parce que la gamine, je crois qu'elle a 8 ans, 7-8 ans, un truc comme ça. Et bah c'est une enfant et genre à un moment ils sont en danger et la pauvre gamine elle se met à tousser, t'as envie de lui dire mais pourquoi maintenant? Mais au-delà de ça, rien de particulier à dire. Sur le personnage d'Ala Grant, j'ai trouvé que c'était peut-être le personnage où il y avait le moins de différence entre la version du film et la version du livre, même si je le trouve beaucoup plus sympathique en fait dans le livre. L'avocat est totalement différent du film. Dans le film, il est considéré un peu comme pas le méchant, mais il fait partie des personnages qu'on n'aime pas trop. Il est vraiment très différent dans le livre et j'ai beaucoup aimé son personnage parce que c'est vraiment un personnage qui réalise qu'il s'est complètement foiré avec ce projet et c'est quelqu'un qui va vraiment se porter volontaire en fait dans les diverses missions de sauvetage. Donc c'était vraiment un personnage intéressant. Et après, vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est le milliardaire Hammond qui dans le livre est juste une ordure. Et sa fin est très satisfaisante, mais vous êtes très très loin du papy gâteau que vous voyez dans le film. En vrai, j'aime bien les deux versions parce que je trouve que dans le film, il donne cette image de quelqu'un qui a eu un rêve un peu fou, mais que c'était vraiment par passion et pour les enfants en fait qu'il a voulu faire rêver les enfants il a créé Jurassic Park. Dans le livre, il est pas du tout comme ça. Au début, il a ce discours en disant oui, je veux éblouir les enfants, je veux leur donner quelque chose d'incroyable. Mais très vite derrière, il vous dit je vais leur faire payer des billets genre à 10 000 balles. Bon, en gros, tu veux faire plaisir aux gosses de riches, quoi. Et vraiment, c'est une ordure, en fait. À aucun moment, il ne remet en question son projet. À aucun moment, il ne se soucie de la sécurité de son personnel, comment ça commence à partir dans tous les sens, sont vraiment la pire ordure. Donc j'aime bien avoir les deux versions des personnages, je trouve ça assez intéressant. Après vous avez quelques personnages secondaires, je vais peut-être juste revenir sur le personnage du Docteur Who, qui du coup a pris un rôle assez prépondérant dans la série des films. Dans le livre, il est assez différent. Alors dans mon souvenir, dans le premier film, on le voit très très brièvement ce personnage où juste il présente comment il fabrique des dinosaures, comment ils en prennent soin, comment ils sont sûrs que ce sont uniquement des femelles, etc. Dans le livre, on a encore une fois un personnage qui apporte une vision supplémentaire sur le projet de Jurassic Park. Avec Gennaro, donc l'avocat, vous avez tout le côté vraiment financier, quelqu'un qui je donne de l'argent mais je m'occupe pas trop de ce que la personne fait avec mon argent, mais on va dire que le produit final me plaît. Là le Docteur Who, on voit le côté vraiment scientifique. Le mec a été embauché pour ce projet titanesque, donc son ego ça lui a fait bien plaisir, donc il a donc dans le truc, mais en fait, on voit très vite que déjà, il n'est pas calé en dinosaures, ce qui en fait choque. Je crois que c'est Malcolm à un moment qui fait la remarque en disant mais en fait votre scientifique, votre boss scientifique ne fait même pas la différence entre les dinosaures, il ne connaît même pas les noms des dinosaures. C'est un personnage qui était plutôt focus sur la prouesse scientifique, juste il voulait une renom scientifique, il voulait de la popularité, il voulait être dans les livres de l'histoire. Et il était tellement sûr de lui-même qu'en fait, il s'est pas posé beaucoup de questions dans son process et il affirme
vraiment au Dr Grant et au Dr Malcolm que si tous les dinosaures sont des femelles, c'est pas possible qu'ils puissent se reproduire dans le parc, on a fait tout pour que ça ne se passe pas, et le mec s'est complètement foiré parce qu'en fait cette société est pionnière dans son domaine, c'est les premiers à essayer de cloner des dinosaures, donc le mec il y va à tâtons en fait, donc il fait des tests, il voit ce qui marche pas. Il lâche un dinosaure dans le parc, si le comportement du dinosaure lui plaît pas, ou si le dinosaure meurt pour X ou Y raison, bah il refait un test, il essaye de changer un petit truc dans l'ADN, enfin bref, vous comprenez très vite que le mec il fait sa petite tambouille, genre comme le gamin qui fait ses expériences de science, et là vous voyez vraiment à travers ce personnage l'irresponsabilité scientifique, donc je trouvais que c'était vraiment très très intéressant. Et je vais partir du coup sur les thèmes, parce que ça me permet de faire un lien, où vraiment il y a toute une réflexion sur la science, sur le rôle de la science, sur la responsabilité de la science. On le voit un petit peu dans le film à travers le personnage de Malcolm avec cette phrase iconique, je sais plus exactement c'est quoi, mais en mode vous étiez tellement préoccupé de pouvoir faire quelque chose que vous vous êtes même pas posé la question de si vous deviez le faire. Et ça c'est vraiment un thème qui est bien illustré dans le livre, qui est un peu plus poussé. C'est surtout le personnage de Malcolm en fait qui va faire pas mal de discours dessus, en disant que avant la science c'était vraiment la poursuite du savoir au service de l'humanité, on va dire pour la beauté du geste, que c'était quelque chose d'assez altruiste, mais que maintenant c'est devenu quelque chose de totalement commercial, et que tout ce qui compte, en fait, c'est de le faire plus vite que la société d'à côté, enfin que l'entreprise d'à côté, et de faire plus d'argent, et que du coup, ça a pourri, en fait, les scientifiques, enfin leur manière de penser, leur manière d'inventer. Bien évidemment, c'est une opinion parmi d'autres. Personnellement, j'y adhère un petit peu, enfin, on le voit, je trouve beaucoup par rapport aux entreprises pharmaceutiques, etc., Là, dans les années 90, je vous avoue que je connais pas bien le contexte, mais on sortait quand même de la guerre froide. Donc voilà, il y a ce côté scientifique que j'ai vraiment beaucoup aimé, et après il y a ce côté un petit peu écologique, dans le sens où Malcolm en fait fait un moment un petit discours sur le fait que la Terre elle est là depuis bien plus longtemps que nous, elle sera là pendant beaucoup plus longtemps que nous, et il fait cette distinction en disant on va pas pouvoir sauver la planète ou pas, que c'est très, comment dire, arrogant de penser ça. Tout ce qu'on peut faire en fait c'est pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Alors c'est pas que je veux pas sauver la planète, mais j'ai aussi cette pensée de me dire mais c'est très arrogant de se dire qu'on peut sauver la planète parce que concrètement elle va faire ce qu'elle veut, elle va nous survivre. Par contre je suis d'accord qu'il faut faire en sorte de limiter les dégâts que nous faisons pour nous sauver nous et les autres, on va dire, espèces vivantes sur la planète. Maintenant, sur l'intrigue et le déroulé du livre, on va dire. Moi, j'ai particulièrement aimé le fait que vous voyez que petit à petit, par-ci, par-là, il y a des petits détails qui vont pas. Il y a des petites choses techniques qui sautent, qui marchent plus. Et au fur et à mesure, ça s'accumule. Et en fait, tout foire. Et ça illustre bien en fait ce que Malcolm tente d'expliquer à Hammond, parce que Hammond reste sur son truc en disant oui mais moi c'était une idée simple, je voulais juste faire un parc avec des dinosaures. Certes, mais Malcolm en fait lui fait comprendre que ok ton idée elle est simple mais ça reste des êtres vivants, en plus des êtres vivants qu'on ne connaît pas, et il essaie de lui expliquer que déjà rien qu'avec ça c'est une galère pas possible. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a plein de choses auxquelles ils n'ont pas pensé, que ce soit par rapport aux dinosaures, que ce soit par rapport au côté technique. En fait, ils se laissent complètement déborder par toutes ces petites choses qui font qu'au final, Jurassic Park foire complètement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce cheminement où au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a des choses de plus en plus importantes en fait, qui tombent en panne ou qui ne marchent pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la structure du livre, dans la façon dont l'auteur raconte l'histoire. On peut prendre par exemple le détail qu'on retrouve dans le film par rapport à la reproduction des dinosaures dans le parc. C'est juste que le mec, en fait, il a voulu combler l'ADN par ce qu'il avait sous la main. En gros, là, dans le livre, il vous fait comprendre qu'il a fait des tests, hein, il est allé en mode
au talent, je teste, je mets ci, je mets ça là, et en fait il s'est foiré parce que il a foutu de l'ADN d'amphibien, et du coup ces animaux peuvent, si nécessaire, changer de sexe afin de se reproduire. Et donc c'est un tout petit détail qui a des répercussions énormes et qui fout le bazar dans le parc. Un autre détail que je peux vous donner qui n'est pas dans le film, c'est que au début, quand ils arrivent sur Jurassic Park et qu'ils vont voir la partie sécurité du parc, on leur présente un truc en mode c'est vraiment le top du top de la sécurité, l'ordinateur il calcule ça, il calcule ci, ça va se passer trop bien, vous allez voir, les dinosaures ils sont tous pistés, on peut pas en perdre un. En fait ils ont une masse de caméras qui se déclenche au mouvement et du coup on peut pister comme ça les dinosaures. L'ordinateur traite les vidéos des caméras de surveillance et déduit donc quel dinosaure il voit et il compte ses dinosaures, etc. Sauf que ils leur font une petite démonstration et là vous voyez par exemple ici, en fait vous avez la liste des dinosaures prévus dans le parc, le nombre de dinosaures qui devraient y avoir et le nombre de dinosaures que les caméras de surveillance trouvent. Et du coup, Malcolm, je crois que c'est Malcolm parce que c'est toujours lui, leur dit « Ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous avez rentré comme paramètres dans l'ordinateur? Qu'est-ce que vous lui avez dit de chercher ?» Et en fait, là, ils se rendent compte qu'ils ont demandé à l'ordinateur, en fait, ils lui ont donné une liste et ils lui ont dit, par exemple, t'es censé avoir 4 vélociraptors. Donc en fait, qu'est-ce que l'ordinateur il fait? Il voit avec les caméras, il compte, il trouve 4 raptors, il dit c'est bon, j'en ai trouvé 4. Sauf que Malcolm il dit mais ok, vous avez mis vos paramètres de base en me disant je veux trouver 4 vélociraptors. Mais par exemple si vous montez à 5, vous en trouvez combien? Et donc en direct, ils font le petit test, le mec il dit ok, je vais dire que je veux trouver 5 vélociraptors. L'ordinateur mouline et là il sort oui, c'est bon, j'ai trouvé 5 vélociraptors. Et là, ils commencent à avoir un petit vent de panique, c'est-à-dire que ils se disent « Ah, on s'est planté en fait. » Dans les paramètres de sécurité, ils se sont plantés dans ce qu'ils demandaient à l'ordinateur. Ils demandent à l'ordinateur en fait de compter vraiment l'existant, le nombre de dinosaures qu'il y a dans le parc, et ils se rendent compte qu'il y a plusieurs espèces de dinosaures qui se sont reproduites. Vous voyez, c'est ce petit détail de paramétrage en fait qui a vraiment fait foirer le truc. Et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est comment l'auteur a montré qu'il y avait toujours un petit détail auquel on pense pas, mais qui a des répercussions énormes, et que c'est comme ça qu'en fait Jurassic Park tombe à l'eau en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En termes de style d'écriture, moi j'ai trouvé que c'était assez facile à lire, assez fluide, mais il peut partir dans des délires assez techniques. Personnellement ça me rebute pas, mais je comprends pas. Mais c'est pas grave, j'avance. L'écriture en soi, elle est pas incroyable. Pareil sur les personnages. Même si je m'y suis attachée, je dirais pas que c'est des personnages pour qui vous avez vraiment beaucoup d'affection, etc. Vous finissez quand même par on va dire, les soutenir dans leur galère. Mais voilà, ils sont pas hyper développés. Ils sont en fait un petit peu clichés, c'est un peu des archétypes de personnages qui vont montrer en fait différentes facettes du projet Jurassic Park. Moi, ça m'a pas particulièrement gênée, même si je suis quelqu'un pour qui les personnages ont une énorme importance dans les livres. Vraiment là, c'était pas grave, hein, c'était pas le but du livre. Et évidemment, je vais finir sur le plus important, quelque part, les dinosaures. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de moments avec les dinosaures dans le livre. Et il y a des vibes totalement différentes. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, le T-Rex. La T-Rex, si je devais être correcte. Dans la version fine, elle est quand même plutôt cool. C'est ma girl, quoi. Elle est beaucoup trop classe. Elle vient sauver tout le monde à la fin du premier film. Elle sauve également tout le monde à la fin de Jurassic World. Enfin, c'est vraiment good girl T-Rex, tu vois. C'est vraiment, ouais, la meuf sur qui on peut compter. Dans le livre, vibe totalement différente. Déjà, je vous ai dit que j'avais fait un cauchemar par rapport à sa première attaque, mais qui est pour le coup très similaire à celle qui est dans le film. Mais dans le film, en fait, vous voyez le T-Rex à ce moment-là.
Vous la voyez très brièvement quand elle attaque, dans mon souvenir, un troupeau de Gallimimus, je crois. Et vous la voyez à la fin où elle vient sauver tout le monde en défonçant les raptors. Dans le livre... Dans le livre, elle est insupportable, c'est-à-dire que elle est toujours là pour vous piéger. Elle est vraiment en train de poursuivre Alan et les enfants. C'est-à-dire que ils sont là, ils se disent on est en sécurité. Non. Il y a le T-Rex pas loin. Je veux dire, à un moment, ils sont là, ils ont trouvé un bateau en fait pour pouvoir rejoindre le centre principal, bref. Ils se disent on va passer par la rivière, comme ça en gros on suit le cours de la rivière, on va y arriver rapidement. Ils trouvent un bateau et là, au moment où Alan allait prendre le bateau, il entend quand même un bruit bizarre depuis un moment, il dit je comprends pas ce que c'est un peu bizarre, c'est un bruit assez, répétitif, je comprends pas ce que c'est. Bah c'est quoi? C'est T-Rex qui est en train de ronfler juste à côté du bateau. Et là vous êtes là, elle fait mais tu pouvais pas aller faire ta sieste ailleurs? Non, fallait que tu sois là. Vraiment la pire des meufs, hein, ce dinosaure. Donc, ça va arriver plusieurs fois où en fait le T-Rex va attaquer les personnages et du coup c'était vraiment très stressant, beaucoup plus stressant que dans le film où au final, bon, elle les attaque une fois et ça va quoi. Ensuite, les deuxièmes stars, les raptors. Pour les raptors, j'ai trouvé qu'ils étaient assez similaires, peut-être un peu plus flippants dans le livre, même si je pense que c'est difficile de détrôner la scène de la cuisine dans le film qui est bien dans le livre. Je pense que c'est une scène iconique et je pense qu'elle a été brillamment adaptée dans le film. Je pense que ce sont les dinosaures qui ont été le mieux adaptés, mais il y a des petites choses en plus dans le livre qui sont assez agréables, on va dire. Par exemple, vous avez un bébé raptor trop mignon dans le livre. Malheureusement, il se fait hitter comme jamais et il se fait bouffer par des adultes, c'est très triste. Mais il y a quand même un moment avec un bébé raptor trop chou et on est très content. Vous le voyez pas dans le film, c'est un peu dommage. Sinon, sur les autres dinosaures, au final, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants ? C'est pas gentil. Vous avez toujours les dilophosaures. Bon, je les déteste autant dans le film que dans le livre. Les Compsognathus sont beaucoup plus présents dans le livre. C'est sympa, ça rajoute un petit peu de charognard dans ce magnifique menu de dinosaures. Il y a les stégosaures, les tricératops. Vous avez un bébé tricératops, c'est très mignon. Alors, vous avez ensuite la volière qui est dans le premier livre, mais apparaît dans le troisième film de Jurassic Park. Eux, ils sont pas très sympas non plus. Bon, on les voit assez brièvement, mais voilà, petite scène où ils se font attaquer par des dinosaures volants. Why not, hein, j'ai envie de dire. Enfin bref, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur les dinosaures du livre. Voilà, pour moi, c'est les deux éléments importants, c'était le T-Rex et les raptors. Et vraiment, je remercie la version livre du Tyrannosaure pour m'avoir filé un cauchemar de l'angoisse. Je pense que ça se sent que ma relecture a été un réel plaisir. J'étais trop contente de le relire. Je sais pas encore si je vais lire le deuxième tome. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. C'était surtout celui-là que je voulais relire. En tout cas, si vous avez vu le film, que vous l'aimez beaucoup et que vous hésitiez à lire le livre, moi vraiment, je vous le conseille. Je trouve qu'il y a vraiment un gain à lire le livre. Il y a vraiment des différences. Et au-delà de ça, c'est toujours sympa de retrouver des dinosaures. Donc voilà. J'en ai fini pour ce magnifique vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!